communauté dédiée à l'innovation sur le sujet de l'eau. La ressource en eau aujourd'hui est un sujet qui devient critique et stratégique. Et en tant que pôle de compétitivité, on est dans notre mission de stimuler l'innovation. Et quoi de mieux qu'un outil comme l'hackathon pour le stimuler? Donc pour nous, c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir commencer cette démarche qui va durer jusqu'au 7 novembre, date à laquelle on va tous se retrouver au sein de la région Grand Est à Strasbourg pour 48 heures d'un marathon. La dernière édition nous avait fait remonter 10 très beaux projets et on espère que cette année, on arrivera au même résultat, sinon mieux. Je tiens effectivement aussi à remercier Juliette Duquesne qui nous rejoint ce soir pour nous présenter sa conférence et qui sert vraiment ici d'inspiration à l'ensemble des idées et des projets qui pourront naître de la démarche. Je tiens aussi à remercier nos financeurs. D'abord, les financeurs de cet événement, les financeurs que sont la région Grand Est, l'Eurométropole de Strasbourg et l'NGS, qui sont nos financeurs et qui nous accueillent aujourd'hui. Je tiens également à remercier les sponsors qui aujourd'hui se sont déclarés, c'est-à-dire Veolia, Suez et EDF, qui sont des grands groupes et qui sont vraiment des moteurs sur le sujet de l'eau et qui, par leur contribution, permettent à cet hackathon de se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Yannick, qui donc co-organise avec le pôle Aquanova cet aquathon pour qu'il puisse avancer sur le sujet. Merci. Merci Delphine. Alors, du coup, effectivement, avec Alsace Digital, nous co-organisons l'Aquathon, la deuxième édition. On est ravis de faire ça avec vous. Qui ici a déjà participé à un hackathon? Nous avons un vaillant participant. Merci Bertrand. Alors, un hackathon, rapidement, en 48 heures, c'est un événement d'innovation où en fait, nous allons amener un maximum de personnes à venir proposer leurs idées et à contribuer à des projets sur la thématique de l'eau et de l'environnement. Donc voilà, ça a lieu, comme vous le voyez sur le kakémono ici, du 7 au 9 novembre. Toutes les personnes, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On n'est pas forcément obligé d'avoir des compétences techniques. Le but du jeu, faut bien le comprendre dans un hackathon, c'est de faire progresser un projet de l'étape de l'idée à une première étape qui serait montrable en grand public. Voilà. Et c'est un super moyen déjà de faire naître des nouveaux projets. C'est un super moyen pour vous d'acquérir des nouvelles compétences, de découvrir des compétences que vous avez sûrement déjà et de rencontrer des nouvelles personnes. On lie des amitiés pour la vie dans un hackathon. Venez, c'est trop bien. Ici, on est à l'ENGES, on est dans un lieu où vous avez déjà toutes les compétences requises. Vous êtes dans l'endroit qui idéal pour venir ensuite venir participer à un hackathon sur l'eau, la gestion de l'eau et l'environnement et la préparation au changement, l'adaptation au changement climatique. Donc venez au hackathon du 7 au 9 novembre. Ça se passe dans un super endroit qui est l'hôtel de région ici à Strasbourg. On s'occupe de tout. Hein, on vous fournit les essentiels, c'est-à-dire du café à manger et du wifi. Et après, pour le reste, et on a des super coachs pour s'occuper de vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas tout seul hein, pour développer votre projet. On a des super coachs qui vont être là pour vous aider à développer vos projets sur le plan technique, sur le plan légal s'il le faut. On va vous trouver toutes les ressources qu'il faut. Voilà, donc on vous attend avec impatience. Les informations sont sur le site aquaton.fr, il me semble. Voilà. Et je laisse la parole du coup à Juliette Duquesne, à Louise. Moi, justement, on va refaire un petit point sur le programme de ce soir, puisqu'il y a plusieurs choses qui nous attendent. Alors, en première partie, on fera une petite présentation donc, de l'aquathon. Et ensuite, on passera à la conférence par Juliette Duquesne qui durera une cinquantaine de minutes et qui sera ensuite suivie d'un temps d'échange, de débat, de questions-réponses qui sera très important. C'est aussi pour ça que pour les participants à distance, n'hésitez pas à prendre la parole, pas seulement à écrire dans le chat, mais vous pouvez aussi activer vos micros. Donc, n'hésitez pas à participer aux échanges, à faire remonter vos idées à vos retours aussi par rapport à la conférence. Ensuite, on aura un ancien participant à la première édition de l'Aquathon, Guillaume Baudin, qui reviendra sur sa participation en tant que porteur de projet, qui nous parlera un petit peu de son expérience et du projet qu'il a pu développer pendant la première édition.
On a aussi parmi nous Mathias Vansen qui viendra nous parler de ses idées de projet. Il les partagera avec vous. Ça pourra aussi vous inspirer. Vous pourrez vous projeter aussi soit dans l'un de ces projets, soit en tant que porteur de projet vous aussi. Et ensuite, on a la dernière partie de la soirée qui sera consacrée à l'idéation de projet, c'est-à-dire que vous pourrez nous faire remonter vos idées de projet, votre volonté de développement, les choses, les projets, les idées sur lesquelles vous n'avez jamais osé travailler, mais sur lesquelles vous aimeriez bien passer plus de temps. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le moment pour nous faire remonter vos idées et pour qu'on vous accompagne dans cette démarche d'hackathon. Et ensuite, donc pour les personnes qui sont présentes, on vous réserve un petit temps aussi de collation et Juliette Duquesne restera avec nous aussi pour une séance de dédicace. Donc on enchaîne avec la première partie. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Yannick, mais de façon un petit peu plus pratico-pratique par rapport à l'aquathon. Donc effectivement, c'est notre deuxième édition qui aura lieu du 7 au 9 novembre 2025 au siège de la région Grand Est à Strasbourg. Et donc c'est un événement qui est financé par la région Grand Est, par l'Eurométropole de Strasbourg et par l'ENGES qui nous accueille aussi ce soir. On remercie également nos sponsors. Delphine en a déjà parlé, mais Suez, Veolia, EDF et Orange nous accompagnent aussi fortement dans cette démarche d'aquathon. Et puis on a aussi différents partenaires pour vous montrer un petit peu la richesse des personnes qui accompagnent ce projet, cette dynamique. Et donc des partenaires qui sont très importants pour nous pour faire rayonner cette dynamique d'innovation. Donc pour cette deuxième édition de l'Aquathon, la thématique est l'eau et l'adaptation au changement climatique. Et on a identifié déjà au préalable 5 sujets clés, 5 sujets phares pour la filière de l'eau. Donc ça peut inspirer les porteurs de projets par rapport à, ça peut créer des idées de projets. Ce n'est pas nécessaire forcément de poster ou de déposer un projet sur ces 5 thématiques. Ça peut être un projet complètement en dehors de ces thématiques-là. C'est ce qu'on appelle un projet carte blanche. Mais pour vous inspirer, c'est les 5 thématiques un peu phares dans le domaine de l'eau. Donc, on retrouve le sujet de la préservation de la ressource en eau, tant au niveau de la qualité que de la quantité, l'adaptation de l'aménagement territorial aux risques climatiques, un sujet plus destiné aux structures utilisatrices d'eau pour continuer à pouvoir fonctionner, continuer d'avoir une activité dans ce contexte de changement climatique, et un sujet aussi qui concerne plus la sécurité des infrastructures de l'eau. Et le dernier, comment sensibiliser à la préservation de l'eau. Donc ça, c'est un sujet un petit peu plus, avec un aspect un petit peu plus social et sociétal. Comment participer à l'aquathon concrètement? Donc, on a deux typologies de participants. On a les porteurs de projets. C'est les personnes qui ont une idée, qui ont identifié une problématique en lien avec l'eau et qui souhaitent y apporter une réponse. Donc, ils ont identifié une idée. Ça peut être vraiment juste au stade d'idée. Vous y avez pensé, vous souhaitez travailler dessus. Vous pouvez tenter l'expérience de l'aquathon. Ou au contraire, si vous avez déjà une idée assez mûre dans votre esprit, c'est aussi l'occasion de pouvoir débloquer certains freins et d'aller aussi plus loin dans votre projet. Donc, on accepte et on accueille des projets avec différentes maturités, différents niveaux de maturité. Les autres participants, donc ce sont ce qu'on appelle les contributeurs. C'est les personnes qui ont diverses connaissances, compétences et qui vont aider les porteurs de projets à réaliser leurs solutions, à réaliser leurs prototypes pendant les 48 heures. Et parmi les contributeurs, on recherche des personnes avec des compétences vraiment pluridisciplinaires pour pouvoir créer des équipes avec des forts enjeux, des profils à forte valeur ajoutée. Donc, on recherche des étudiants, des entrepreneurs, ça peut être des personnes qui font partie de structures utilisatrices d'eau. On recherche bien sûr les acteurs du domaine de l'eau pour s'impliquer au niveau de l'aquathon, pouvoir travailler sur des projets innovants. Mais on attend aussi d'autres profils, par exemple des développeurs informatiques pour aider les porteurs de projets, des urbanistes, des designers, des juristes. Donc vraiment, sentez-vous légitime, vous avez vraiment des compétences à apporter aux porteurs de projets pour mener à bien leurs solutions avec eux. Au niveau du programme, donc c'est sur 48 heures, on accueille tous les participants le vendredi soir. Les porteurs de projets ont 1 minute pour pitcher leur idée à l'Assemblée.
Et ensuite, on constitue les équipes le soir même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection en amont. Chaque porteur de projet va avoir la chance de pitcher son projet et devra rassembler autour de lui les compétences dont il a besoin pour créer son prototype et sa solution. Ensuite, la journée du samedi, le dimanche matin sont dédiées au travail en équipe. Et puis, le dimanche après-midi, c'est la présentation des prototypes au jury, la présentation des travaux réalisés pendant les 48 heures, et puis la remise des prix. La remise des prix, c'est toujours des prix d'accompagnement que les sponsors, les partenaires, les financeurs de l'événement mettent à disposition des lauréats pour les aider à poursuivre leur projet. Ça peut être la mise à disposition de matériel, de sites de test, ça peut être la mise en réseau, la mise en place d'un réseau dans le domaine de l'eau. Ça peut être également des actions de promotion, de communication du projet. Donc, à travers l'Aquaton, vous faites vraiment un réseau d'accompagnement qui peut vous accompagner, enfin justement vous accompagner à la suite du projet. L'idée, c'est que votre projet puisse perdurer après les 48 heures. Mais avant d'arriver aux 48 heures de l'Aquaton, ça se prépare. Donc, on vous a préparé des sessions, différentes sessions d'accompagnement. Donc, en amont de l'Aquaton, il y a plusieurs étapes préparatoires. Donc, celle-ci en est une, c'est la conférence de lancement de l'Aquaton. C'est l'occasion de prendre connaissance de ce type de démarche, de faire remonter vos projets, de vous inscrire à l'Aquaton aussi, de commencer à faire votre réseau parmi les participants qui peuvent vous aider ou parmi les porteurs de projets que vous aimeriez aider. On a aussi d'autres conférences qui sont prévues. Donc la prochaine, c'est le 2 octobre. Ce sera un webinaire sur l'espace au service de la gestion de l'eau. Donc c'est une conférence qui est organisée en partenariat avec l'ISU et Alsace Digital, qui sont les co-organisateurs de l'Aquaton. On aura une troisième conférence aussi le 7 octobre sur la thématique de l'adaptation au changement climatique et de la sobriété hydrique et de l'innovation. Donc ça, c'est une conférence qui se déroulera au Technopôle de Mulhouse, qui accueille la conférence. Et puis, plutôt destiné aux participants, donc aux porteurs de projets ou aux contributeurs, on met aussi en place des ateliers de cadrage de projet. Donc, même si pour l'instant, vous avez une idée qu'elle est un petit peu floue, qu'elle vous paraît un peu folle, vous pouvez vous servir justement des ateliers de cadrage où des facilitateurs vous accompagnent pour y voir plus clair dans votre projet, structurer vos idées et pouvoir vous préparer à l'Aquaton avec des professionnels et pouvoir déjà communiquer avec les autres participants, les autres porteurs de projets. Donc, on a 2 ateliers qui se préparent et puis la formation au pitch qui se déroulera le 28 octobre. Ça aussi, la formation au pitch, c'est très important puisque, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, donc, on a les ateliers de cadrage dont j'ai déjà parlé pour structurer votre projet. Et la formation au pitch, comme je le disais tout de suite, c'est un coach qui vous accompagne pour vous entraîner à préparer, à pitcher votre projet en 1 minute. 1 minute, ça passe très vite. Il faut savoir quoi mettre en avant, à quel moment et faire passer les bonnes informations aux bonnes personnes. Donc, c'est une étape indispensable au portage de projet. Donc voilà pour la présentation de l'Aquaton. On y reviendra tout à l'heure avec les différents exemples de projets. Vous pouvez déjà noter vos idées dans un coin de votre tête et puis on en reparlera tout à l'heure. Pour les personnes à distance, n'hésitez pas aussi à faire remonter vos idées dans le chat ou à nous interpeller par rapport à vos idées de projet. On va passer tout de suite à la deuxième partie de la soirée où je vais donner la parole à Juliette Duquesne pour sa conférence L'eau que nous sommes, un élément vital en péril. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'ouvrir cette session à tout type d'innovation. Je vais me présenter un peu plus longuement. Je suis Juliette Duquesne, je suis journaliste, autrice, conférencière. Je suis journaliste depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé dans les grands médias pendant une dizaine d'années où je traitais déjà des thématiques liées à l'écologie. Et je suis journaliste indépendante depuis 10 ans où je traite de thématiques liées à l'écologie à travers des livres. J'ai aussi créé une association
pour financer les enquêtes. Et donc, j'ai créé cette association avec Pierre Rabhi. Peut-être les plus jeunes ne doivent pas le connaître, mais les plus anciens un peu plus. Donc, Pierre Rabhi, qui était agroécologiste, paysan, philosophe. Et donc, on a écrit 6 livres ensemble. Moi, j'en ai du coup écrit le 7e il y a peu de temps. L'ouvrage s'appelle L'eau que nous sommes, un élément vital en péril. Moi, pour chacune de Pierre faisait le début et la fin des ouvrages. Il apportait plus un aspect poétique, un peu plus en prenant de la hauteur. Et moi, je fais des enquêtes journalistiques. C'était le cœur, et c'est toujours le cœur de l'ouvrage, où j'interroge une centaine de personnes. Et l'enquête durait plus d'un an. Et j'ai interrogé, alors, pour ce livre sur l'eau, j'ai interrogé bien sûr beaucoup de chercheurs, j'ai interrogé les grandes entreprises, les entreprises sur ce sujet, les syndicats agricoles, les paysans, les associations environnementales, les citoyens, les hommes et les femmes politiques. Il y a une grosse partie, vous allez voir, et dans ma conférence et dans l'ouvrage sur l'agriculture et l'alimentation, qui sont intrinsèquement liés à l'eau. En tout, juste avant de commencer la conférence, ça peut vous permettre de vous donner quand même des indications. J'ai écrit 7 ouvrages sur notamment beaucoup les sujets agricoles et alimentaires, la faim dans le monde, les semences, sur les modèles économiques, la croissance et la décroissance. Et le dernier, plus sur les aspects liés à la démocratie. Et à chaque fois, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer d'avoir une vision globale de la société civile et traiter une thématique dans sa globalité et pas couper chaque sujet. Parfois, on a tendance à pas relier justement la pollution de l'eau et la consommation de l'eau, mais essayer de voir la problématique dans sa globalité. La première version de l'ouvrage est sortie en 2018, était presque un peu en avance par rapport, bien sûr, on parle de l'eau depuis bien plus longtemps, mais il est monté, on va dire, en puissance dans les médias avec l'impact du changement climatique ces dernières années. La deuxième version, enfin, elle n'est pas sortie en poche après en 2021. Et c'est Pierre Rabhi à l'époque qui voulait faire ce sujet de l'eau parce que lui avait grandi dans le désert algérien, dans le sud de l'Algérie, et donc il avait conscience de l'importance de cet élément vital et cet élément essentiel. Et il voulait absolument qu'on fasse cette enquête, qui a été une enquête passionnante, qui était difficile à arrêter parce que, comme vous le savez, quand on commence à tirer ce sujet, l'eau s'infiltre partout et ça concerne tous les sujets. C'est difficile d'arrêter d'enquêter sur la thématique de l'eau. Moi, Pierre a choisi le titre qui s'appelle L'eau que nous sommes, et moi le sous-titre Un élément vital en péril. Tout simplement, là, je vais rien vous apprendre parce que nous sommes faits d'eau. Notre corps est composé en moyenne de 65% d'eau, et plus on vieillit, plus on perd de l'eau. L'eau qu'on a dans notre corps est une eau qui est un peu salée, qui est un peu similaire à la salinité d'un estuaire. Ça nous rappelle que la vie vient de l'océan. Donc voilà pourquoi on a appelé l'ouvrage L'eau que nous sommes. Et c'est vrai que l'introduction de Pierre permet de prendre de la hauteur et rappeler cet aspect symbolique, spirituel et même essentiel de l'eau. Donc et voilà. Et moi j'ai appelé Un élément vital en péril parce que vous allez voir pendant la première partie de cette conférence, on va plus parler de l'état des lieux assez dramatique de l'eau. Et bien sûr, moi, j'aborderai des solutions. Et après, vous êtes là aussi pour en apporter plein. Alors, moi, j'ai toute une partie dans mon ouvrage, mais là, je ne vais pas le traiter ce soir parce qu'on n'a que 50 minutes. On ne va pas pouvoir traiter de tous les sujets. Bien sûr, moi, j'ai une partie sur l'océan. L'eau représente 75% du globe, mais en grande partie, c'est de l'eau salée. 2,5%, c'est de l'eau douce. Bien sûr, il nous faut un océan vivant, un océan avec des poissons, des bactéries, voilà, pas un océan qu'on vide et plein de plastique. Donc ça, c'est toute la première partie de l'ouvrage et le rôle essentiel de l'océan pour réguler justement le climat et au sein du cycle de l'eau. Donc ça, c'est la première partie. Là, on va se concentrer plus
sur l'eau douce. Et on va justement commencer par le changement climatique qui a un impact considérable sur l'eau. On en parle beaucoup. C'est vrai que des fois, on a tendance un peu à se mélanger avec ce sujet-là. Le changement climatique dérègle particulièrement le cycle de l'eau, mais il ne va pas avoir moins de pluie sur la planète. Si globalement, avec le changement climatique, il va même avoir un peu plus de pluie. Il y a des endroits où il y aura moins de pluie, des endroits plus de pluie, des périodes de sécheresse plus importantes, et on va avoir aussi de la pluie qui va tomber, des quantités d'eau qui vont tomber de façon beaucoup plus forte et de façon beaucoup plus intense. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et bien sûr, l'artificialisation, l'urbanisation accentue, et les sols agricoles qui ne sont pas toujours vivants accentuent le fait que l'eau ruisselle et ne rentre pas dans les sols. Donc ça, c'est vrai que le changement climatique a un impact considérable sur l'eau, mais ce n'est pas toujours si simple d'évaluer l'impact du changement climatique exactement sur la pluviométrie dans les différentes zones. Moi, j'ai retravaillé avec un chercheur, on a retravaillé les modèles mathématiques qui sont utilisés par le GIEC, donc ce groupement international d'experts. On a retravaillé sur 5 modèles mathématiques sur les différents territoires en France. Et comme il y a une grande variabilité d'une année sur l'autre pour la pluie, on le voit bien, il y a des années, ça s'accentue aujourd'hui, mais il y a des années où il va beaucoup pleuvoir et des années où il va moins pleuvoir. Et les modèles d'intelligence artificielle, les modèles mathématiques, parfois ont du mal à prendre en compte ces grandes variabilités. Et donc, quand on regarde dans les différents territoires français, selon les modèles mathématiques qu'on va utiliser, certains modèles vont montrer que, par exemple, dans la région de Strasbourg ou dans la région de Paris, il va avoir plus de pluie, et d'autres vont montrer qu'il va avoir moins de pluie. La seule région où on sait exactement l'impact du changement climatique sur la pluie, c'est tout autour de la mer Méditerranée, où là, on sait déjà qu'il va avoir beaucoup moins de pluie, c'est déjà le cas. On évalue à moins 10% d'ici la fin du siècle, avec des années où ça va être beaucoup plus, comme ça a déjà été le cas récemment. Donc ça, c'est un point quand même essentiel. Moi, je pense que de toute façon, ce n'est pas forcément essentiel de tout devoir prévoir à la virgule près. On sait que le changement climatique a un impact considérable sur le cycle de l'eau. Et si on veut vraiment diminuer l'impact du changement climatique sur l'eau, la première chose qu'il faut faire, c'est réduire bien plus drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, elles baissent un petit peu en France, mais dans le monde, ça continue d'augmenter. Et c'est vrai que, bien sûr, j'ai vu dans les premières informations que vous donnez, bien sûr qu'il faut aussi s'adapter au changement climatique. Mais il faut faire attention aussi, parce que moi, je vois dans le discours depuis ces dernières années, au départ, on parlait beaucoup, quand moi on m'invitait en tant qu'experte dans les différents plateaux, on parlait beaucoup des causes du changement climatique. Et de plus en plus, on glisse sur les conséquences du changement climatique et l'adaptation, et comme si c'était une fatalité. Alors, ce n'est pas une fatalité, le changement climatique. Certes, aujourd'hui, on vit avec, mais on peut aussi beaucoup plus réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, je pense que c'est quand même la première chose à faire pour avoir moins d'impact sur le cycle de l'eau. D'autant plus, et ça, moi j'ai interrogé beaucoup d'experts et de chercheurs, on a une recherche publique assez forte en France, donc j'ai interrogé beaucoup de chercheurs sur ce sujet, et les chercheurs déjà, quand j'avais commencé mon enquête il y a déjà quelques années, et je continue d'échanger avec eux, me disaient il faut faire attention à la façon dont on pose le changement climatique. Parce que parfois, on va entendre, à cause du changement climatique, on a moins d'eau, donc il faut trouver de nouvelles ressources en eau. Sans se dire, dans tous les sujets liés à l'écologie, moi j'ai fait plein d'enquêtes sur ces sujets-là, il faut vraiment faire attention et ne pas oublier l'aspect de la sobriété qui est absolument essentiel. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au cours du XXe siècle, le prélèvement d'eau a augmenté 1,7 fois plus vite que la consommation. Donc, je ne nie pas du tout l'impact du changement climatique, mais même s'il n'y avait pas de changement climatique, dans beaucoup d'endroits, il y aurait un problème d'eau parce qu'on consomme
beaucoup trop d'eau et notre consommation d'eau a beaucoup augmenté au cours du XXe siècle. Et moi, ça, je l'ai vu à travers mon enquête, que souvent, le changement climatique va être révélateur et va amplifier des problématiques qui existaient déjà dans certaines régions. Donc, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour ne pas avoir d'impact, pour avoir moins d'impact sur le cycle de l'eau. Et il faut aussi réduire notre consommation d'eau. Et c'est vrai que ce que je trouve intéressant, alors bien sûr, la problématique de l'eau reste avant tout locale, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand même d'avoir des grands ordres de grandeur. C'est vrai que là, je vais vous parler pendant un moment de l'agriculture, parce que l'agriculture est un grand consommateur d'eau. L'agriculture consomme, alors, moi je donne le chiffre de 90%, selon les études, ça va de 80 à 90%. On en parlait tout à l'heure, l'eau est un flux, donc c'est pas toujours facile de le quantifier exactement, mais en tout cas, ça consomme entre 80 et 90%. Alors, des fois, je pense que ceux qui nous regardent en visio et les personnes qui sont là ce soir, peut-être qu'ils savent déjà cette différence-là, mais je vais quand même la rappeler parce que j'ai remarqué que parfois ça peut prêter à confusion. Il y a une différence entre utiliser l'eau et consommer l'eau. C'est-à-dire que la plante va consommer une grande partie de l'eau, même si une partie va repartir, mais bien sûr, mais une grande partie est consommée. Et par exemple, quand on se lave les mains, on utilise de l'eau. Donc en France, le plus grand utilisateur d'eau, c'est le nucléaire. On ne va pas faire une conférence sur le nucléaire ce soir, même si ça a un impact considérable aussi sur l'eau. Mais le nucléaire va rejeter une eau qui va être plus chaude et qui va avoir des déchets radioactifs, notamment du tritium et de l'iode 129. Mais c'est le plus grand utilisateur d'eau. Mais en France, le plus grand consommateur d'eau, c'est l'agriculture qui consomme environ 80% l'été et 58% à l'année. Alors, ça ne veut pas dire que le nucléaire, j'ai une partie plus longue dans mon enquête sur le nucléaire et l'eau, ça a un impact aussi quand même important parce qu'on sait que si les températures augmentent trop, on va augmenter en plus notre consommation parfois de climatisation et qu'il faut après de l'eau qui ne soit pas trop chaude pour refroidir les réacteurs et que ça a posé problème pendant les temps de canicule de cet été. Donc ça, c'est bien sûr, eau et nucléaire est une problématique essentielle, mais quand on regarde les chiffres globaux, c'est vrai que agriculture et eau sont intrinsèquement liées, notamment pour la consommation. Alors, je vais ouvrir un chapitre sur agriculture et alimentation. Il ne s'agit pas du tout d'accuser les agriculteurs. Je crois d'ailleurs qu'il y a des manifestations qui sont prévues demain. Moi, je fais des conférences un peu partout en France sur ce sujet. Et je sais ô combien ce sujet est sensible et clivant et que c'est souvent un modèle agricole qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale qui encourage toujours aujourd'hui un type d'agriculture qui va être, alors après on va parler de la pollution, mais qui va être très consommateur d'eau. Il faut savoir qu'en France, les surfaces irriguées ont triplé entre 1970 et 2000, notamment pour irriguer du maïs. Vous êtes assez concernés dans le Bas et Haut-Rhin. J'ai regardé les chiffres du recensement agricole et j'étais déjà venue faire plusieurs conférences dans ces départements. Alors même si ce n'est pas comme dans le maïs qui est fait dans l'ouest de la France, qui est à destination des élevages intensifs, vous avez aussi beaucoup de maïs et on regarde les chiffres qui consomment beaucoup d'eau. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas du tout irriguer. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, je vous donne beaucoup de chiffres pendant cette première partie. Après, on va donner des solutions et essayer d'ouvrir le débat. Mais c'est important quand même de donner les grandes informations. Et c'est vrai que dans le monde, il y a 16% des terres qui sont irriguées et elles produisent 44% de la production mondiale. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas irriguer. Mais c'est vrai que sur la question de l'eau, je pense qu'il faut toujours se poser la question de pourquoi on irrigue et à quelle destination. On va en parler après lors de la conférence. Mais c'est vrai que c'est important, je trouve ça intéressant d'avoir ces ordres de grandeur, notamment, et cette différence entre consommer et utiliser. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le changement climatique, parce que moi, j'ai interrogé beaucoup de personnes, comme je disais lors de mes investigations,
Et parfois, j'entendais, oui, mais donc, à cause du changement climatique, on manque d'eau, donc il faut trouver de nouvelles ressources en eau. Et parfois, on va mettre en avant des fausses bonnes solutions qui vont être en fait plus mauvaises pour l'environnement qu'elles ne paraissent. Donc là, je vais vous faire un petit listing des fausses bonnes solutions. Donc, dans les fausses bonnes solutions, ça, on n'y est pas encore. Ça, on y est déjà, on en a déjà parlé, mais je passerai après à la slide d'après. Dans les fausses bonnes solutions qui sont très souvent mises en avant un peu partout dans la planète, un peu partout sur la planète, c'est qu'on va se dire, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'eau salée sur la Terre, donc on ne va pas manquer d'eau, tout simplement dessalons l'eau de mer. On sait qu'aujourd'hui, les unités de dessalement fleurissent un peu partout sur la planète. Le problème, c'est que pour dessaler l'eau de mer, on va utiliser des membranes avec des systèmes d'osmose inverse qui vont consommer beaucoup d'énergie, que pour faire fonctionner cette énergie, 80% de l'énergie est fossile à travers la planète. Donc, on va renforcer on va renforcer nos émissions de gaz à effet de serre et renforcer le changement climatique. Et la deuxième problématique avec les émissions de gaz, avec le dessaler l'eau de mer, c'est qu'après, on rejette tout ce sel dans la mer et ça risque de faire plein de petites mers mortes et ça a un impact considérable sur la biodiversité. Et ça, c'est vrai qu'on souvent, on ne le met pas en avant. Avec le cycle de l'eau, naturellement, il y a une partie qui est dessalée et qui est rejetée, mais pas dans la même quantité que comme on le fait quand on dessale l'eau de mer. Et ça, c'est vrai que moi, il y a plusieurs chercheurs que j'ai interrogés, notamment en Tunisie et dans des pays où il y avait beaucoup d'histoires de pots de vin pour encourager ces unités de dessalement. Et ces chercheurs étaient vraiment contre et disaient qu'il fallait essayer de s'adapter à chaque territoire. Alors, je ne dis pas que localement, ça peut être une solution parfois essentielle si vraiment il n'y a pas d'eau. Mais en tout cas, ça ne peut pas être une solution viable face aux conséquences du changement climatique et à la raréfaction de l'eau dans certaines régions. C'est sûr que ça ne sera pas une solution viable parce qu'on ne fait que renforcer le problème plutôt que le réduire. Alors la deuxième fausse bonne solution dont je vais vous parler, qui est très polémique en France et qui voilà, fait beaucoup parler d'elle, ce sont les fameuses bassines. Alors, comme il y a quand même quelques jeunes, je vais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est une bassine. Quand on parle de bassine, ça fait partie de la grande famille des retenues d'eau. Alors, il faut des retenues d'eau, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de retenues d'eau, mais les bassines, c'est beaucoup plus grand. Enfin, on appelle ça des méga bassines, et ça va prendre l'eau souvent dans les nappes, parfois dans les rivières, l'hiver pour irriguer l'été. Alors, ce n'est pas facile d'avoir un état des lieux en France de tous les projets de bassines. Certains disent, mais ce n'est pas un chiffre sûr, qu'il y aurait 1 millier de projets, peut-être, c'est plus difficile à savoir. En tout cas, il y a des projets qui sont en cours. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir enquêter sur ce sujet avant qu'il devienne vraiment d'actualité et polémique. Donc, j'ai pu interroger tous les acteurs de cette problématique, notamment dans les Deux-Sèvres. Et je pense qu'avec les bassines, encore plus que sur les autres sujets, il faut se poser la question pourquoi on fait une bassine. Et là, par exemple, dans les Deux-Sèvres, j'ai mis du temps à trouver ce chiffre-là, mais 50% de l'eau en volume des 16 bassines qui sont prévues. Alors maintenant, il y en a certaines qui ne sont pas construites. Enfin, il faut d'ailleurs l'état des lieux de toutes les bassines entre les procédures en cours. Ce n'est pas toujours simple à suivre, mais 50% de l'eau en volume des 16 bassines des Deux-Sèvres sera à destination de la culture du maïs. Et ce chiffre pourrait être bien supérieur parce qu'on regarde les surfaces entre 2012 et 2016, sur les mêmes surfaces, la part était de 94%. Donc, en grande majorité, les bassines vont être l'eau qui va être prélevée, va être à destination du maïs pour nourrir des élevages industriels. Donc, au lieu de se dire on va réduire les élevages industriels et on va utiliser moins de pesticides aussi pour cultiver du maïs, on va continuer le même système. Alors, les associations environnementales me disaient bien que parfois, les bassines, ça peut avoir moins d'impact environnemental qu'un barrage. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, au lieu de changer profondément le système, on va le maintenir. C'est financé en plus par de l'argent public à 70%, et qu'il y a plusieurs risques. Alors, il y a surtout un risque pour la biodiversité, et ça, les personnes que j'ai interrogées, notamment les associations, le disaient déjà
dès 2017-2018. Il disait que le risque, c'est qu'on risquait d'avoir des hivers secs, ce qui est arrivé les années d'après, et qu'on risque de ne pas pouvoir remplir les bassines sans avoir un impact sur les zones humides, d'autant plus qu'on connaît mal les seuils en hiver qu'il faut pour que la nature se régénère. Donc le risque, c'est de construire des bassines qui vont coûter cher et qu'on ne va pas remplir ces bassines, ou alors on va remplir ces bassines au détriment de toutes ces zones humides. Donc là, il y a une vraie question à se poser, surtout que ça concerne très peu d'agriculteurs. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Je ne vais pas rester trop longtemps sur les bassines parce que je regarde quand même le temps qui passe. On pourrait faire la conférence dessus parce que c'est un sujet assez sensible. Je me permets juste de dire que les bassines, ce n'est pas que pour le maïs. Il y a de plus en plus de bassines qui sont faites aussi. Alors, vous avez des vignes, mais elles ne sont pas irriguées dans votre région. Mais dans le sud de la France, on a de plus en plus de vignes qui sont irriguées. Et il y a de plus en plus de projets de vignes, de bassines pour irriguer des vignes. Alors, il faut savoir qu'en 2006, avant 2006, on n'irriguait pas les vignes en France. C'était interdit. On a commencé à irriguer les vignes pour augmenter le rendement et parce que les agriculteurs voulaient faire face au changement climatique. Alors, j'accuse pas, là c'est la même chose, j'accuse pas les agriculteurs, mais on les pousse à continuer à faire du vin alors qu'on est en surproduction et on va construire des bassines pour continuer à faire du vin alors que dans la même région, on va parfois couper l'eau l'été on coupe l'eau parce qu'il n'y en aura pas assez au robinet. Donc, c'est là où on arrive à vraiment des aberrations. Et dans l'Hérault, voilà, je vous donne juste le chiffre, il y a 10% des vignes qui étaient irriguées en 2010 et ce pourcentage est monté à 26% en 2020. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, pour tout ce qui est pour tous les chiffres que je vous donne et tous les chiffres sur l'irrigation, quand il y a des forages, et notamment des forages dans des exploitations et des forages individuels, que ce soit en France ou ailleurs, ce n'est pas toujours comptabilisé exactement. Là, moi, pour mon enquête, je me suis beaucoup rendue dans l'Hérault et à Montpellier parce qu'il y a beaucoup de chercheurs dans cette région. Et plusieurs chercheurs m'ont indiqué que eux, ils évaluaient les forages illicites dans l'Hérault à 50%. Donc, c'est énorme, en fait, qu'il y avait beaucoup de forages illicites dans l'Hérault. Il y a aussi des bassines, je tiens à le préciser, même si en quantité d'eau, c'est moins important, pour faire de la neige artificielle, notamment dans les Alpes. Il y a le projet, notamment à la Clusaz, là, qui vient d'être interdit par la justice. Alors là, c'est vrai qu'en quantité, en pourcentage, quand on regarde, c'est assez peu. Par contre, bon, il y a cette même question qu'on peut se poser, créer des bassines pour faire de la neige artificielle, d'autant plus que ces bassines vont avoir un impact considérable dans la nature, parce que là, on est dans des zones particulièrement sensibles, dans les zones en montagne, où on sait que la biodiversité peut être difficile. Donc ça fait partie... je regarde juste le temps. Est-ce que, Louis, tu sais à quelle heure on a commencé, juste pour que j'évalue un peu? À 30? Ça va, on est bien. Généralement, ma conférence est un peu plus longue, donc j'essaie d'évaluer par rapport à ce que je dis habituellement. Donc, je reviens sur les fausses bonnes solutions. Je vous rassure, là, je suis encore sur l'état des lieux. On viendra quand même aux solutions, hein. Il y en a à mettre en avant. Donc, dans les fausses bonnes solutions, dessaler l'eau de mer, les bassines. Alors, celle-ci, c'est une fausse bonne solution qui n'est pas la pire, mais elle a beaucoup été mise en avant par les plans gouvernementaux. Moi, je pense que ce n'est pas la solution, pareil, à tous les problèmes. Ça va être de réutiliser les eaux usées. Pourquoi pas réutiliser les eaux usées? C'est vraiment pas la pire des solutions. Mais je dis juste qu'il faut faire attention. D'ailleurs, la Cour des comptes a dit que ce n'était pas forcément très intéressant en plus par rapport au coût, parce que en fait, c'est l'eau qui part des stations d'épuration qu'on va retraiter. Donc, il y a un coût énergétique et un coût financier. Et c'est surtout... c'est dans la façon dont on parle de le traitement des eaux usées, on dit souvent, bah oui, mais cette eau, elle est perdue, l'eau qui part des stations d'épuration. Alors, l'eau qui part dans la nature n'est pas une eau perdue. L'eau qui part dans la nature va permettre à la biodiversité de se régénérer grâce à l'eau qui part dans les rivières. Parfois, on me dit même dans certaines conférences, oui, mais quand elle part directement dans la mer, là, on peut quand même la récupérer. Même l'eau douce qui part dans la mer a un rôle, elle va baisser la salinité à certains endroits et on a parfois besoin de cette eau douce. Donc, je ne dis pas que réutiliser les eaux usées, il ne faut pas du tout le faire. Je dis juste que ça ne sera pas la solution à la raréfaction de l'eau à certains endroits.
d'autant plus que les pays qui ont mis en place de façon la plus importante la réutilisation des eaux usées, c'est par exemple l'Espagne, et l'Espagne n'est pas connue pour sa gestion de l'eau de façon... voilà, c'est plutôt un pays qui gère très mal l'eau, qui utilise énormément l'eau pour l'agriculture industrielle, où il y a encore plus de coupures que chez nous l'été par rapport à l'eau. Donc là, voilà, sur tout ce sujet-là, je pense qu'il faut faire vraiment attention à ne pas mélanger nos besoins vitaux à l'offre économique. On a besoin d'eau pour se nourrir, pour irriguer, mais pas pour forcément faire énormément de maïs ou de vin. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment cette distinction à faire à chaque fois entre les besoins vitaux et l'offre économique. Donc, dans les fausses bonnes solutions, dessaler l'eau de mer, les bassines, réutiliser les eaux usées, alors la pire pour moi, mais qui n'existe pas en Europe, ça va être de financiariser l'eau. Donc, quand je parle de financiarisation de l'eau, je ne parle pas de financiarisation de la gestion de l'eau. Je parle vraiment de la financiarisation de l'eau. Ça veut dire qu'on privatise l'eau, on marchandise l'eau et après on financiarise l'eau. Donc ça, c'est le cas aux États-Unis notamment et en Australie. Ça veut dire qu'on va parier sur le prix futur de l'eau en pensant que les marchés financiers vont pouvoir gérer la rareté. Alors, on sait que quand on va parier, donc c'est des produits dérivés sur l'eau. On sait que ça existe déjà, par exemple, sur le blé. Et quand, après la crise des subprimes, on a eu une crise spéculative sur le blé, en 2011, il y a 44 millions de personnes supplémentaires dans le monde qui ont souffert de la faim à cause de la spéculation sur le blé. Donc, il y a un vrai danger de spéculer sur le prix de l'eau. D'autant plus que dans les pays où ça a été mis en place, en Australie et aux États-Unis, en tout cas, moi j'ai lu les études sur l'Australie et ça a plutôt eu tendance à augmenter la taille des exploitations plutôt qu'à réduire la taille et donc à augmenter la quantité d'eau plutôt qu'à la diminuer. Donc ça n'existe pas pour l'instant en Europe, mais je pense que c'est quand même un point à surveiller. Alors, on va passer à l'autre partie qui est encore sur l'état des lieux. Je vous rassure, après, on ira sur les solutions, sur la partie pollution. Donc, il faut savoir qu'en France, on a fait des grands progrès au cours du XXe siècle sur la pollution domestique. Il faut savoir qu'on a mis 1 million de kilomètres de tuyaux sous nos pieds, qu'on arrive très bien à gérer l'eau potable et les eaux usées. Certes, ce n'est pas parfait, on dit qu'il y a 20% de fuite, mais c'est quand même mieux que dans beaucoup d'endroits, parce que les pourcentages peuvent être beaucoup plus élevés que 20%. Donc cette pollution domestique qui a pendant très longtemps, on déversait tous nos excréments, tous nos poubelles, entre guillemets, dans les rivières, et on ne gérait pas. Donc ça, au cours du XXe siècle, on a géré cette pollution domestique, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs dans le monde, parce que 80% des eaux usées ne sont pas traitées dans le monde. Donc ça, c'est un point important. On a réussi en partie à diminuer la pollution industrielle, pas complètement, notamment avec les PFAS, les polluants éternels, on en reparlera tout à l'heure. Par contre, là où on a encore pas mal échoué, et c'est pareil, hein, j'accuse encore pas les agriculteurs, mais un modèle agricole, ça va être tout ce qui est lié à la pollution agricole, alors notamment celle qui est la plus visible et que vous devez tous connaître, ce sont les algues vertes. On retrouve en Bretagne depuis des dizaines d'années et qui, alors c'est vrai que lorsque j'ai fait mes investigations, je crois qu'il faut que je me mette au milieu, je me décale trop. On m'avait dit pour la caméra de rester un peu plus au milieu. Donc quand j'ai fait mes investigations en Bretagne, ça fait 20 ans que je suis journaliste et j'ai beaucoup traité des questions agricoles et alimentaires. Donc la Bretagne, j'y suis souvent allée pour faire des enquêtes. Et c'est vrai que il faut reconnaître que les agriculteurs ne déversent plus directement le lisier dans les rivières. Il y a même des stations d'épuration qui ont été mises dans les élevages. Il y a des efforts qui ont été faits. Mais comme vous allez voir ce chiffre, plus de 13 millions de porcs sont élevés chaque année en Bretagne, soit plus de 3 fois la population bretonne. Et à cela, il faut rajouter tous les élevages de volailles. La terre bretonne ne peut pas absorber tout ce lisier et on se retrouve avec toujours autant
d'algues vertes sur les côtes bretonnes, et ce, malgré des condamnations de la France par la Cour européenne, plusieurs rapports de la Cour des comptes. On se retrouve toujours avec ce chiffre-là. Alors, il a un tout petit peu baissé cette année. C'est la première fois, moi, que je vois le chiffre baisser depuis que chaque année, je le redemande, mais c'était plus dû au fait qu'il y a une baisse de la consommation de viande, qu'il y a une volonté politique, parce qu'en fait, il faudrait vraiment, si on veut réduire le problème des algues vertes, c'est très facile à faire. Il faut juste complètement réduire les élevages industriels en Bretagne et on réduirait le problème des algues vertes tout de suite. Donc là, c'est vrai que c'est un peu comme tout à l'heure avec les bassines, c'est-à-dire qu'on maintient un système en essayant de trouver des solutions, mais qui sont un peu, on va dire, qui sont d'ailleurs pas viables, et ça va coûter de l'argent public plutôt que de changer vraiment les fondamentaux. Avant, il y avait des porcs dans un peu chaque ferme, des cochons dans un peu chaque ferme, et pas comme ça, concentrés sur un seul territoire. Alors, l'autre problématique qui est quand même essentielle, dont on parle de plus en plus, ce sont aussi les pesticides qui sont présents dans la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques, des eaux souterraines en France. Donc là, quand je parle de tout ce qui est pollution, là, je parle de l'eau qui va partir des stations d'épuration. Donc, quand l'eau part dans les stations d'épuration, on va enlever une partie de la pollution, on va enlever la pollution domestique, mais on ne va pas enlever toute cette pollution chimique. Alors, il n'y a pas que les pesticides, là j'insiste là-dessus. Dans l'ouvrage, je parle de beaucoup d'autres choses. Il y a aussi des médicaments, il y a aussi, voilà, il n'y a pas que des pesticides, mais c'est quand même une source importante. Là, c'est une étude d'une chercheuse que j'ai interrogée, qui date un peu, mais c'est une étude intéressante d'Anne Spiteri, qui montre que dans les eaux de surface, il est possible de quantifier jusqu'à 45 micropolluants. On connaît assez mal, en plus, l'impact de ce cocktail chimique, et on sait qu'on retrouve des pesticides aujourd'hui jusque dans la graisse des baleines. Donc, on voit, bien sûr, ça continue le cycle de l'eau et on retrouve après des pesticides partout avec un impact considérable sur la biodiversité. Et là, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut bien relier le sujet de la pollution de l'eau, de la consommation de l'eau et de la raréfaction de l'eau à certains endroits. Pourquoi? Parce qu'en France, l'Union européenne, elle a dit aux endroits où il y a des captages d'eau, c'est-à-dire qu'on va prendre l'eau pour avoir de l'eau du robinet. L'Union européenne, elle a dit on ne va pas dépolluer l'eau à l'infini. Si l'eau, elle est trop polluée, à un moment, on ferme le captage d'eau. Et en France, entre 1980 et 2021, il y a 12 600 captages d'eau destinés à la consommation humaine qui ont été fermés sur 37 700. Et la principale cause, c'était la pollution. Si le captage il est fermé, ça veut dire qu'on aura moins accès à de l'eau l'été. Donc, plus il y a de l'eau polluée, moins on va en plus avoir accès à de l'eau potable l'été. Et en plus, le problème, c'est que quand les captages sont fermés, on ne va pas mesurer la pollution, même pour la biodiversité, une fois que le captage est fermé. Et le lien entre pollution et consommation, c'est aussi le fait que moins il va y avoir d'eau dans certains endroits, plus la pollution va être concentrée. Donc, c'est deux sujets qu'on sépare parfois un peu médiatiquement dans le débat public. Pollution et consommation de l'eau sont deux sujets liés, comme vous pouvez le voir. Alors là, je vous ai parlé de toute la pollution de l'eau qui part des stations d'épuration. Alors moi, de plus en plus dans les conférences, j'ai toujours eu une partie là-dessus et j'ai une partie aussi dans mon ouvrage, on se pose la question de l'eau qui arrive au robinet. Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Il y a quand même des traces, on retrouve de plus en plus de traces de polluants. Moi, quand j'ai fait mon enquête, tout le monde disait à peu près qu'il y avait 4% des Français qui pouvaient se retrouver avec d'une eau polluée au robinet. Puis quelques années après, pas longtemps, le chiffre monte à 20%. Donc on se dit, moi, je dis, c'est bizarre, le chiffre il monte de 4 à 20% en peu de temps. Bah, tout simplement, c'est parce qu'on cherchait beaucoup plus de polluants qu'avant, qu'il y avait plein de polluants qu'on ne cherchait pas. On s'est mis à chercher, donc on en a trouvé, notamment les métabolites, les molécules dégradées de pesticides, et tous ces polluants éternels, les fameux PFAS, qu'on retrouve de plus en plus. Donc les polluants éternels ont plusieurs origines. Ça peut être une origine liée à l'industrie pour rendre le plastique plus mou, pour les poils adhésifs, pour rendre imperméable,
vous avez une pollution forte, vous, à côté de Mulhouse, à cause de l'aéroport, avec des mousses qui ont été mises, et il y a des contaminations fortes. Et l'origine peut être aussi liée aux pesticides. D'ailleurs, quand on regarde les cartes, notamment de fait de génération future, et les dernières études, c'est une association, on peut se dire que là, je vous disais, 20% des Français peuvent avoir des traces de polluants chimiques, mais si on regarde avec les PFAS, c'est pratiquement l'ensemble de l'eau du robinet où il peut avoir des traces de polluants chimiques. Après, il faut relativiser aussi, on sera beaucoup plus soumis à la pollution chimique par la nourriture si on mange de l'agriculture issue de l'agriculture industrielle que par l'eau. Il y a une étude qui montre qu'on serait de la pollution, enfin, c'est quelqu'un qui mange, on va dire, la nourriture conventionnelle, il a 5% de la pollution chimique qui vient de l'eau et le reste vient de la nourriture. Donc, c'est une étude qui date un peu, mais je pense qu'elle est fiable, donc c'est sûr. Ça, de toute façon, a été recoupé, moi, par toutes les personnes que j'ai interrogées. L'eau, ce n'est pas la principale source de pollution, mais il reste que c'est quand même pas normal qu'on se retrouve avec une eau avec des traces de polluants chimiques au robinet, d'autant plus que pour que l'eau reste potable, on va accepter de plus en plus de polluants, on va augmenter la norme parce que sinon, ça coûterait beaucoup trop cher de dépolluer complètement cette eau. Et d'ailleurs, il faut savoir que plus on est dans des zones rurales, peu denses, et agricoles, liées notamment à l'agriculture industrielle, plus on a des risques d'avoir de l'eau polluée à son robinet. Plus on est dans des villes, plus il va y avoir de traitements, plus ça va être donc on aura moins de polluants à l'eau du robinet. D'ailleurs, en ce moment, dans beaucoup d'endroits, moi je l'ai beaucoup vu en région parisienne, mais comme je fais des conférences un peu partout, je vois bien que c'est aussi dans d'autres endroits, on va mettre des systèmes, en tout cas il y a des projets. Au début, moi quand j'ai fait mon enquête, il n'y avait que 12 usines en France qui mettaient ces systèmes-là, c'est-à-dire des usines d'osmose inverse. Donc là, comme j'ai parlé au début de la conférence, on utilise de l'osmose inverse pour dessaler l'eau de mer, mais maintenant, de plus en plus, il y a des projets d'utiliser l'osmose inverse pour dépolluer l'eau. Mais c'est la même chose, on va consommer de l'énergie, l'eau va coûter cher, alors qu'il faudrait mieux ne pas polluer l'eau au début. Et ça pose de plus en plus de problèmes dans beaucoup d'endroits parce que il y a un affrontement parfois entre des associations écologiques et des intérêts économiques à se dire on va avoir un intérêt économique à dépolluer cette eau parce qu'on va pouvoir faire payer l'eau plus cher. Et certains disent qu'il faudrait mieux ne pas la polluer dès le départ. Donc voilà On pourrait parler longtemps peut-être dans les questions sur l'eau du robinet. Maintenant, je vais quand même passer aux solutions parce qu'il y en a. Notamment liées à l'agriculture. Et puis après, on va aussi parler un peu du petit cycle de l'eau. Bon, vous vous doutez que comme j'ai fait des livres avec Pierre Rabhi, je vais vous parler d'agroécologie et notamment d'agroécologie paysanne pour essayer de changer voilà, pour préserver l'eau. Moi, je savais en faisant mon enquête que agriculture et alimentation étaient intrinsèquement liés. Pas à ce point-là. C'est sûr que si on veut préserver l'eau, il faut en premier lieu changer ce qu'il y a dans notre assiette. Et alors là, j'aime bien cette photo, c'est une ferme d'un agriculteur. Donc son père faisait du maïs irrigué et lui fait passer en agroécologie, agroforesterie. Il a une partie d'élevage pour avoir du bon compost. Il fait des cultures associées. Enfin voilà, c'est vraiment cultiver en harmonie avec le vivant. C'est pas juste retirer les pesticides, c'est vraiment changer complètement de modèle agricole. Et lui, sur sa seule ferme, il économise la quantité d'eau d'une ville de 7000 habitants. Entre son père qui faisait du maïs irrigué et lui qui a vraiment inventé c'est l'agroécologie, ça existe depuis longtemps, mais il a mis en place son propre modèle. Et il y a 20 ans, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, entre ces deux photos. Donc il faut quand même parfois du temps, pas toujours 20 ans, on peut mettre moins de temps, mais là, il y a 20 ans entre ces deux photos. Moi, pour mon enquête, je suis allée pas qu'en France, je suis allée aussi en Mauritanie. J'ai fait appel à des journalistes au Burkina Faso, au Mali, parce qu'on sait que dans les zones semi-arides, les pratiques agroécologiques permettent de multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d'eau des sols. Donc là, quand je parle de pratiques agroécologiques, je vais parler de cultiver au-dessus des palmiers dattiers, de couvrir les sols. Ça ne va pas être les mêmes pratiques agroécologiques partout sur la planète, hein. Et ce que je trouve intéressant dans ce chiffre,
il faudrait que je le trouve aussi pour la France, c'est que ça marche aussi pour faire face aux inondations. Si on a des sols vivants et des sols agricoles vivants dans certaines régions, s'il pleut beaucoup d'un coup, bah, ça permettra aussi, les sols pourront mieux retenir l'eau et il y aura moins de problèmes d'inondation. Et ça, c'est absolument essentiel. Et moi, j'y suis. Alors là, c'est une photo d'un agriculteur au Mali. Je ne suis pas allée parce que c'est compliqué d'aller enquêter au Mali aujourd'hui, mais donc j'ai fait appel à un journaliste sur place. Et là, l'agriculteur s'appelle Oumar Diabaté. Et lui, il économise, depuis qu'il est passé aux pratiques agroécologiques. D'ailleurs, maintenant, il aide, il forme d'autres agriculteurs. Il économise, il irrigue, pardon, 2 fois moins qu'auparavant. Donc, on voit que ça fonctionne. Et là, c'est vrai que c'est encore plus essentiel parce que là, c'est vraiment pour se nourrir et il y a toutes des zones qui peuvent avoir des difficultés pour se nourrir au quotidien. Donc là, on voit que les pratiques agroécologiques permettent même de fonctionner dans des zones semi-arides. Donc ça, c'est une photo au Niger d'un agronome qui travaille en agroécologie. Je lui posais la question je lui demandais, selon vous, quelles sont les techniques qui fonctionnent les mieux. Alors, bien sûr, à chaque fois, pour tout ce que je vous ai dit, il faut quand même à chaque fois 2-3 ans pour que ça avoir des résultats et que ça fonctionne. Et quand je lui demandais, voilà, pour vous, quelle technique fonctionne bien pour ralentir l'eau et fonctionner dans ces zones semi-arides, il me donnait l'exemple des diguettes, donc qui font un peu comme les haies chez nous et qui permettent de retenir l'eau et que l'eau ne glisse pas et qu'elle s'infiltre plus facilement dans les sols. Donc la question qu'on peut se poser quand on voit tout ce sujet, c'est que c'est vrai qu'on se dit voilà, pour préserver l'eau, en plus de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, si on changeait de modèle agricole, on pourrait vraiment préserver enfin cette eau, cet élément vital. Mais souvent, l'argument qu'on va dire, c'est bah oui, mais on ne va pas réussir à nourrir la planète si on change de modèle agricole. Alors là, je vais être un peu plus rapide sur ce point-là parce que ça demande des développements un peu plus longs que je fais dans l'ouvrage, mais je vais quand même vous donner quelques éléments. Alors déjà, dans le monde, ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. L'agriculture industrielle, elle nourrit surtout les élevages industriels et les occidentaux. Hein. C'est l'agriculture paysanne. Hein. Ça ne fait même pas débat dans le monde scientifique. Après, en plus, même dans les pays occidentaux, il y a plusieurs études intéressantes qui montrent qu'on pourrait tout à fait changer de modèle agricole et nourrir l'Europe. Par exemple, il y a une étude que moi j'aime bien de Gilles Billen qui montre que on pourrait tout à fait nourrir la planète, enfin l'Europe, pardon, en changeant de modèle agricole. Et pour cela, il faudrait réduire notre consommation de viande de 50%. Et alors, il faudrait surtout que les animaux mangent de l'herbe et pas des céréales, parce que comme vous l'avez compris depuis le début de ma conférence, c'est quand on irrigue ces céréales qu'on va consommer le plus d'eau. Et il faut aussi que chaque manger local pour que chaque déchet serve de ressource, c'est-à-dire que les déchets qui sont produits, par exemple le lisier qui est produit en masse aujourd'hui en Bretagne, puissent servir aux maraîchers du sud de la France pour faire du bon compost. Donc voilà, il faut reconnecter les fermes. Bon, j'ai plein d'autres études, mais là, on va passer un peu parce que sinon, je vais être trop longue. Je veux qu'on ait un temps d'échange aussi sur ce sujet. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'on peut nourrir la planète avec un autre modèle agricole. Alors, bien sûr, ça bloque beaucoup sur ce sujet, en partie lié au lobbying. Hein. Moi, j'ai travaillé dans un grand média, je l'ai subi. On pourra, si vous avez des questions, en parler. J'ai eu plein de problèmes avec des sujets qui sont passés, notamment avec le service publicitaire dans les endroits où j'ai pu travailler. Donc, bien sûr que le lobbying existe. Moi, j'ai interrogé des hommes et des femmes politiques pour ce livre, et notamment la ministre de l'Environnement, c'était Dominique Voynet en 2001, qui avait essayé de faire une loi sur l'eau qui avait été saluée un peu par tous les bords politiques. Et cette loi sur l'eau, il y a eu 17 versions. La loi a été totalement vidée de son contenu, à tel point que Dominique Voynet n'a pas voulu la présenter à l'Assemblée nationale. Cette loi, c'était en 2001. Donc là, on est en 2025. Et on se dit que c'est dommage parce que si elle avait été votée à ce moment-là, on aurait déjà bien avancé pour préserver cet élément vital. Donc c'est quand même vraiment dommage qu'on ne l'ait pas fait.
moi, je pense que ce n'est pas la seule raison au blocage du modèle agricole. C'est aussi que avec l'agriculture et l'alimentation, on ne peut pas faire de greenwashing. C'est-à-dire que si on veut changer de modèle agricole, ça demande des changements très profonds, ça demande une volonté politique très forte. Il faut vraiment réorienter les aides de la politique agricole commune. Si on change de modèle agricole, il faut 2 fois plus de paysans. Et on ne va pas forcer les paysans à aller travailler, les gens à devenir paysans. Donc, il faut que les paysans puissent vivre de leur production. Et là, dans ce sujet-là, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'innovations sociales qui peuvent être créées et qui peuvent permettre de préserver l'eau via les innovations sociales pour distribuer différemment la nourriture et permettre aux paysans de vivre de leur production. Ça, c'est un point central. Ça peut paraître très éloigné de l'eau. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Moi, dans mes ouvrages, je mets plusieurs exemples en avant. Notamment, par exemple, il y a des coopératives alimentaires, des supermarchés coopératifs qui sont, je donne un exemple, la Carline, par exemple, a dit, qui permet aux agriculteurs locaux de vivre de leur production, de vendre les produits dans cette supermarché coopérative à des prix qui ne sont pas élevés. Et eux, ils ont même été jusqu'à racheter les terres à l'entrée de la ville de Die dans la Drôme pour que des agriculteurs s'installent et qui après puissent vendre leurs produits dans ce supermarché coopératif. Et s'ils n'avaient pas fait ça, ces terres agricoles seraient parties à l'agrandissement de grandes exploitations. Donc là, on voit qu'il y a un travail pour retravailler toute la chaîne alimentaire. Et ça préserve l'eau après. Parce que c'est dans un endroit où on ne va pas cultiver avec des pesticides, où on ne va pas irriguer de façon massive. Donc ça, c'est absolument essentiel. Je pense à une autre innovation sociale que je trouve très intéressante, que j'aborde plus dans mon dernier ouvrage, qui est la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que certains doivent connaître. Qui permet sur des territoires d'associer, entre guillemets, les mangeurs consommateurs, les producteurs et ceux qui vont vendre la production. Et ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est que ça permet de faire de la démocratie alimentaire dans les territoires, alors avec cette sécurité sociale de l'alimentation qui est un peu inspirée de la sécurité sociale de la santé, mais à ses origines de façon autogérée par les habitants d'un territoire, c'est que alors il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes. C'est que bon, ça associe donc les différents acteurs d'un territoire. Ça permet aussi à des personnes qui ont moins d'argent d'accéder à cette nourriture. Moi, je suis allée dans la Drôme, à Dieu-le-Fit, dans un endroit où ils avaient, alors je crois que ça a évolué un peu depuis, mais ils avaient 3 prix, un prix plus élevé, un prix juste et un prix plus bas. Et c'est vrai que moi, dans ce marché, il y avait beaucoup plus de diversité sociale que dans des marchés bio où je peux aller d'habitude. Ça fonctionnait. Et les agriculteurs, eux, trouvaient un débouché assuré pour leur nourriture. Donc là, c'est aussi intéressant parce qu'on va réformer l'ensemble de la chaîne alimentaire. On ne va pas compter que sur la grande distribution qui va faire pression sur les prix. Et dans ces cas-là, les paysans ne peuvent pas vivre de leur production. Et c'est vraiment lié à l'eau, ce sujet-là, parce que c'est comme ça qu'on va avoir un impact sur l'eau. Ce que je trouve en plus intéressant, et je vais terminer la parenthèse là-dessus pour avancer quand même sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est que c'est des solutions qui permettent de faire société et pas de faire communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en reparlera en conclusion, je pense que voilà, on a aussi un manque de démocratie. L'eau peut être un élément intéressant pour refaire démocratie sur les territoires. Et la sécurité sociale de l'alimentation, elle arbitre des intérêts divergents. C'est-à-dire que les mangeurs, les mangeurs consommateurs, les producteurs et ceux qui vendent la production ont des intérêts divergents. Et elle va arbitrer ces différences-là. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant dans ces expérimentations qui sont différentes selon les différents lieux, c'est qu'elle fait société. Ce n'est pas des gens qui sont d'accord entre eux qui se rassemblent. Donc ça, je trouve que c'est un point intéressant et qui peut permettre de préserver l'eau. Et d'ailleurs, on voit aussi sur les territoires qu'il y a plein d'endroits où on arrive à mettre des solutions pour préserver l'eau, notamment autour des captages d'eau. Parce qu'il faut savoir que ça coûte beaucoup moins cher de mettre des solutions avec les agriculteurs pour ne pas polluer l'eau, plutôt que de faire un traitement curatif après. C'est-à-dire, par exemple, la ville de Paris met ça en place, la ville de Munich a fait ça il y a très longtemps, c'est-à-dire qu'on va mettre des partenariats entre les agriculteurs et les villes ou les communautés de communes pour ne pas polluer l'eau à l'endroit où on va prendre l'eau pour l'eau potable.
par exemple, on va payer les agriculteurs pour des services environnementaux rendus. Il y a la ville de Douai qui fait ça aussi. Il y a Mouansartou, dans le sud de la France, par exemple, qui a donné des débouchés aux agriculteurs assurés dans les cantines scolaires de toute la ville. Donc, les agriculteurs ont des débouchés assurés. Et donc, cette agriculture bio qui est mise autour des captages d'eau. Et ça coûte 87 fois moins cher de mettre ces partenariats entre les villes et les agriculteurs plutôt que de traiter l'eau après avec des traitements curatifs. Et ça, ce chiffre-là, il ne prend pas en compte l'osmose inverse. Si on traite avec l'osmose inverse, je pense que ce chiffre, il grimpe. Je ne l'ai pas, le chiffre, mais là, on est juste avec des traitements plus classiques, charbon actif, etc. On n'est pas avec l'osmose inverse. Je pense que le chiffre, là, il grimpe complètement. Donc, on voit qu'il y a des solutions très intéressantes en local. En tout cas, ça fonctionne. Il y en a plein à différents endroits. Je vais avancer un peu parce que je vois que le temps passe vite. Donc moi, j'avais toute une partie sur la gestion privée, la gestion publique, mais on pourra en parler. Mais là, on va avancer un peu. J'en parle plus dans mon enquête. C'est vrai qu'il me semble que c'est quand même important parce que ça peut être aussi des innovations sociales et autres intéressantes de rappeler quand même qu'il y a 30% de la population mondiale qui n'a toujours pas accès à une eau buvable dans le monde. Alors, le chiffre a un tout petit peu baissé, j'ai vu là il y a quelques jours, mais il y a une nouvelle étude qui est sortie, mais on est toujours autour de 30% de la population mondiale. Alors, ce n'est pas souvent, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Bien sûr, le changement climatique va renforcer à certains endroits la problématique, mais c'est souvent parce que les personnes, il ne va pas avoir de toilettes, de latrines, les eaux usées ne sont pas traitées, et donc l'eau est contaminée, et on va se retrouver avec des personnes qui vont avoir des diarrhées, des maladies, beaucoup d'enfants qui peuvent en mourir. Et là, j'ai justement, moi, interrogé, alors c'est pareil, c'est une journaliste au Burkina Faso qui avait qui m'avait interrogé des personnes dans un village qui avait eu, grâce à une association, un forage, et donc qui a coûté 7 000 euros. Et ça avait complètement changé leur vie parce qu'avant, ils marchaient plus de 2 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et ça leur permettait aussi de se nourrir. Ça avait complètement changé toute la vie du village. Donc ça, bien sûr que c'est absolument essentiel. Alors, c'est vrai que les différentes associations que j'ai interrogées qui travaillent en Afrique ou en Asie sur ces sujets-là m'ont bien expliqué que eux, ils n'essayent pas forcément de reproduire ce que nous avons fait en France, c'est-à-dire notre petit cycle de l'eau. En France, comme je vous disais tout à l'heure, on a 1 million de kilomètres de tuyaux sous nos pieds. Ça a coûté beaucoup d'argent. On a réussi à mettre ça en place grâce à nos agences de l'eau. On a mis tout un système en place. Et certaines associations disent que c'est pas forcément, eux, ils réfléchissent à d'autres petits cycles de l'eau à inventer. Notamment, je pense à une qui plutôt faisait de la livraison de bonbonnes d'eau salubres, enfin eau potable, dans les maisons, mais il y avait plutôt de l'eau grise au robinet quand il y avait dans les endroits où il pouvait avoir de l'eau au robinet, parce que c'était trop coûteux d'avoir une eau potable au robinet. Et ça peut être aussi réfléchi parce que c'est vrai que dans les logements, l'eau pour cuisiner, c'est seulement 6% des usages domestiques et l'eau bue, c'est 1%. Donc, c'est peu au final. Et d'ailleurs, moi, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ça. C'est vrai que nous, moi, j'ai 44 ans, donc j'ai toujours connu l'eau comme ça qui arrive de façon facile au robinet. Là, on se rend compte de plus en plus on a des coupures d'eau l'été dans de plus en plus d'endroits, quand même, en France. Et c'est là où il y a cette aberration, d'ailleurs, de continuer à consommer de l'eau pour des choses qui ne sont pas nécessaires et on va couper l'eau au robinet. C'est là où vraiment on est dans des aberrations. Mais je ne crois pas que je voulais donner encore ce chiffre, donc je le trouvais intéressant. C'est qu'en 1954, en France, il n'y avait que 20% des logements qui avaient l'eau courante et les WC. C'est vrai qu'on a oublié que ça s'est mis en fait assez récemment et que je pense que en France, il y a aussi des réflexions à avoir sur ce petit cycle de l'eau. On peut réfléchir à un autre petit cycle de l'eau, un peu différent. Alors, je sais que des fois, quand je dis ça dans les conférences, il y en a qui me regardent bizarrement, mais dans des écolieux, on va plus préférer les toilettes sèches
plutôt que l'eau potable parce que voilà, ça consomme pas mal d'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir pour la suite. Et il y a aussi, j'ai interrogé une PME dans mon ouvrage que j'ai trouvé très intéressante. Elle réfléchissait à ne plus voir l'eau comme un déchet, mais comme une ressource. C'est-à-dire que pour avoir les grandes villes que nous avons, on a mis en place, et pour pas que l'eau soit vecteur de maladies, on a mis en place tous ces tuyaux. Donc l'eau, elle circule beaucoup pour que l'eau parte tout de suite. Et ben cette PME que j'ai interrogée, elle fait autrement. Je suis allée au parc de Saint-Ouen en région parisienne, où elle traite les eaux usées des immeubles à côté, sur place, avec un système de plantes et de pierres qui vont dépolluer l'eau. Et l'eau qui va être dépolluée va être utilisée en local, par exemple pour les jardins familiaux, juste à côté. En plus, cette zone-là peut être une zone tampon. Si la Seine monte, eh ben, c'est une zone tampon pour une possible inondation. Et en plus, ce n'est pas juste des stations d'épuration avec des roseaux, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça recrée presque des zones humides. Et donc, ça devient des zones refuges, des zones de biodiversité en pleine ville. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouvais que c'était intéressant d'essayer d'imaginer des petits cycles de l'eau où l'eau va moins voyager, va moins se déplacer. Ce qui est parfois un peu l'opposé qui est envisagé aujourd'hui, notamment avec l'eau du Rhône qu'on voudrait mettre jusque dans l'Hérault ou dans les Pyrénées, les Pyrénées orientales, où on voudrait que l'eau voyage de plus en plus. Je pense qu'au contraire, il faudrait essayer de gérer l'eau de plus en plus sur les territoires. Je vais essayer de ne pas trop dépasser. Peut-être, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, hein. L'eau, c'est un sujet vaste. Moi, je n'ai pas traité de tout. Je n'ai pas, bien sûr, fait des investigations sur tout. Mais bien sûr, je sais que souvent, dans les conférences, en ce moment, on me parle beaucoup alors, je n'ai pas parlé, par exemple, de tous les aspects touristiques. Et c'est vrai que dans beaucoup de régions, le tourisme et la bétonisation a eu un impact considérable sur le cours de l'eau, hein. Il faut savoir qu'en France, on a énormément modifié le cours de l'eau. 31% des masses d'eau ont été fortement modifiées. On a mis, il y a 125 000 petites retenues. Donc, on a beaucoup modifié le cours d'eau. Ça, par exemple, ça peut avoir un impact considérable pour la biodiversité, mais aussi ça a un impact sur la sécheresse dans certains endroits. On a beaucoup bétonisé, donc ça a un impact considérable. Donc ça, c'est une question dont on a peu parlé pendant la conférence. Il y a bien sûr le textile, le numérique aussi, qui peut être consommateur d'eau. On n'a pas parlé des eaux minérales. C'est vrai qu'en France, elles consomment 0,1% de l'eau, c'est peu, mais dans certains endroits, ça pose vraiment problème parce que ça va consommer trop d'eau. Et en plus, il y a toutes ces problématiques de fraude qu'il y a eu récemment parce qu'ils sont aussi impactés par la pollution et donc ils ont dû dépolluer leur eau alors que normalement, ils n'ont pas le droit. Donc voilà, il y a plein de thématiques autour de l'eau qui sont essentielles, mais je vais quand même essayer de terminer par une touche aussi d'espoir par rapport à ce sujet. C'est vrai que quand on parle de l'eau aujourd'hui, on est tous très inquiets, et à raison, hein, l'état des lieux est difficile, et en plus, il y a un vrai décalage. Moi, je le vois au fil des années, je me suis rendu compte qu'il y avait un éveil des consciences sur ces sujets. Il y a de plus en plus de personnes dans les conférences, etc. Et en même temps, l'état des lieux s'accentue et qu'il n'y a pas vraiment de mesures qui sont prises au niveau global pour changer les choses. Donc, il y a un vrai décalage. On parle d'accaparement de l'eau, on va même parler parfois de guerre de l'eau avec ces fameuses bassines, et je pense que les conflits vont monter au fil des années autour de tous ces projets. Mais je pense aussi que l'eau, et là, comme vous allez réfléchir autour de ce sujet-là, l'eau peut être aussi un formidable élément pour nous unir. Et là, on est dans une crise démocratique très forte, politique. Et là, c'est plus moi des choses que j'aborde dans mon dernier ouvrage, mais je vois qu'il y a beaucoup de solutions qui émergent à partir des territoires. Et je pense que l'eau peut être un formidable élément pour essayer de plus faire démocratie au niveau des territoires. C'est-à-dire qu'on ne va pas gérer l'eau de la même façon à Strasbourg, dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, qu'en Bretagne, que dans le sud de la France. Chaque endroit va avoir ses spécificités géographiques, culturelles, historiques. Et donc, je pense qu'il va falloir que les citoyens soient plus impliqués,
certainement dans les comités de bassin, les fameux mini-parlements de l'eau, il faudrait que les associations environnementales, les associations pardon, de consommateurs soient également plus impliquées dans cette gestion de l'eau pour essayer de plus faire démocratie autour de cet élément. Et ça, moi, je le vois autour de mes conférences, tout le monde est concerné par l'eau. Et moi, je suis très contente. Parfois, ça m'est arrivé dans des... Alors, ce n'était pas dans les départements où il y avait les plus grosses exploitations, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans des conférences d'avoir des agriculteurs conventionnels qui étaient à la FNSEA, le principal syndicat agricole, mais aussi des agriculteurs bio, des associations environnementales. Et à la fin, on arrivait à échanger et à parler autour de cet élément au niveau local, hein, je parle. Et ça, je trouve que c'est des très beaux moments de démocratie de réussir à faire ça. Je pense que voilà, l'eau, comme je disais, peut autant nous unir. Et je pense à ça parce que, du coup, comme ça, on va terminer sur notamment les innovations sociales que je trouve essentielles. Moi, à travers mes reportages depuis plus de 20 ans, alors certainement aussi par hasard, mais c'est aussi parce qu'il y en a beaucoup, je me suis souvent retrouvée à montrer des façons de gérer différemment dans la Drôme, parce qu'il y a beaucoup d'innovations sociales dans ce département. Et un jour, j'ai interrogé une chercheuse et elle m'a expliqué qu'elle avait fait une étude qui avait montré que dans ce département, dans les années 90, il y avait eu le premier schéma d'aménagement de la gestion des eaux dans les années 90. Et c'est en partie grâce à ce schéma ces sages qui avaient associé collectivités locales, associations industrielles, tous les acteurs d'un territoire, ils avaient appris à coopérer ensemble et ils avaient appris à coopérer ensemble pour dépolluer la rivière. Et de cette coopération, après, était né énormément d'autres innovations sociales et d'autres coopérations sur le territoire. Et ça, moi, je trouve que c'est important parce que j'ai remarqué que les initiatives qui fonctionnent bien, c'est quand il y a un mélange de toutes ces coopérations, que les pouvoirs publics ne prennent pas forcément la main, pardon, sur un projet et qu'il y a un équilibre entre tous les acteurs d'un territoire. Et donc, alors, ce n'était pas la seule raison pour laquelle il y avait des innovations sociales beaucoup dans la Drôme, mais ça faisait partie. Donc, je pense que même si l'eau est à court terme plutôt un facteur de division, ça peut être aussi un formidable élément pour nous unir et qui ça concerne absolument tout le monde. Et j'ai été très bavarde, donc on va passer aux questions. Ah oui, j'avais mis quelques dessins parce que j'avais fait des conférences avec des enfants qui avaient fait des dessins sur mon livre. Je trouvais ce dessin particulièrement sympathique. Merci beaucoup Juliette pour la conférence. On a vu donc en première partie qu'il y avait différents enjeux très nombreux autour du secteur de l'eau. Et puis on a terminé du coup par les différentes innovations, les différentes solutions qui s'offrent à nous, qui sont envisageables, notamment l'innovation sociale dont vous avez parlé sur la dernière partie de la conférence. J'espère que ça a pu susciter des idées chez vous, des envies de pouvoir vous impliquer sur ce domaine-là, de créer des solutions. Est-ce que vous avez des questions ou des réflexions par rapport à cette conférence? Sur place, on peut passer, vous donner le micro et à distance, vous avez aussi la possibilité soit de prendre la parole dans le chat, soit d'activer votre micro. Il faut commencer, hein. Encore une question. Ah ben voilà, on a deux déjà. Bonjour, donc merci pour cette conférence. Et j'avais une question, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on parle beaucoup, enfin on entend peut-être plus parler des fausses bonnes solutions que des vraies bonnes solutions. Et bon, c'est peut-être une question un peu vaste, mais pourquoi finalement elles sont plus médiatisées? Parce qu'il y a des intérêts économiques, en fait, souvent dans les fausses bonnes solutions. C'est comme dans tous les sujets liés à l'écologie, on a des fois tendance à ne pas, à ne pas vouloir accepter qu'il va falloir réduire.
Et ça, notre modèle économique fait qu'à chaque fois, ça pousse à essayer et on va marchandiser des solutions et elles sont poussées médiatiquement. Moi, j'ai vraiment vu cette dérive. Je dis pas il y a des solutions dans l'adaptation qui sont importantes, hein, reverdir, etc. Je dis pas qu'il faut pas du tout d'adaptation, mais ça a vraiment glissé sur ce sujet-là et on reparle plus du tout des causes. Comme si le changement climatique était une fatalité. Le changement climatique n'est pas une fatalité. Donc ça, c'est un point, moi, qui me paraît essentiel. Donc oui, je pense que c'est parce qu'il y a des intérêts économiques. Moi, je l'ai bien vu quand j'ai fait mon enquête. Et les chercheurs, moi, dès le début, m'ont alerté là-dessus, sur le fait qu'il fallait faire attention dans la façon de poser le changement climatique. Parce que si on servait du changement climatique pour dire il faut toujours trouver de nouvelles ressources en eau, c'est vraiment dangereux même là, parce qu'on va épuiser des nappes, on va encore plus consommer d'eau, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est sûr qu'il faut une part de sobriété importante, mais comme voilà, ça demande des changements quand même assez fondamentaux, comme dans tous les sujets liés à l'écologie, et comme on maintient le même système, je pense que c'est notamment pour ça que ça bloque, et on parle plus, oui, des fausses bonnes solutions que bah, c'est vrai qu'en plus, bien sûr, il n'y a pas que l'agriculture et l'alimentation, mais quand même, si on changeait ce qu'on mettait dans notre assiette, ça aurait vraiment un impact considérable sur l'eau. Et encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas d'accuser les agriculteurs. Au contraire, il faudrait remettre les paysans au cœur de notre société pour préserver cet élément vital. J'ai un commentaire par rapport au terme petit cycle de l'eau. C'est joli, mais inexistant. Il y a un cycle de l'eau. Oui, le grand. Et ça, c'est le seul qui existe. Et il faut faire attention à toute activité humaine. Et il faut la pondérer par rapport à son utilité. Sinon, on ne peut pas avancer. Il faut vraiment décider, est-ce qu'on peut s'adapter ou est-ce qu'il faut abandonner une certaine pratique. Le deuxième terme auquel je voudrais faire attention, c'est la démocratie autour de l'eau. Demos, c'est le peuple humain. Et si on fait cette décision, on n'écoute pas, on ne veut pas entendre la nature. Donc, tous les écosystèmes ont besoin de l'eau pour fonctionner. Et si il ne fonctionne plus, nous allons souffrir, nous aussi. Donc, il faut vraiment intégrer les besoins de la nature, au-delà de l'humain ou de non-humain. Il y a beaucoup de termes. Je n'aime encore, pour vraiment intégrer cela dans nos décisions. Et nous sommes, actuellement, il y a un projet One Water, un PREP français à venir 2030, où on essaie d'intégrer cela parce que ça c'est absolument essentiel. Sinon, on n'avance pas parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme. Et si on regarde le partage des, en anglais, common pool resources, les biens communs, il faut définir un territoire et ça ne peut pas être autre chose que le bassin versant. Si on parle de l'eau. Donc, tout le monde, le principe des agences de l'eau, ça c'est génial. C'est dommage que le pouvoir des agences de l'eau a été faibli dans les dernières années, mais il faut revenir à cela et vraiment mesurer toutes les activités là-dedans par rapport à leur compatibilité avec la durabilité. Merci. Je réagis juste, oui, petit cycle de l'eau, c'est le terme qui est employé, mais vous avez raison, il y a qu'un le petit cycle de l'eau, il a été fabriqué. Il n'y a qu'un cycle de l'eau, c'est le terme employé, c'est très juste. Après, sur la question de démocratie, moi, c'est un point que j'ai beaucoup traité dans mon dernier livre et que je trouve intéressant, à travers beaucoup de collectifs que j'ai rencontrés, c'est que souvent on dit, pour faire de l'écologie, ça va être une dictature verte, etc. On va mettre des décisions par le haut, etc. Et à travers tout
tous les collectifs que j'ai rencontrés. Mon livre s'appelle Autonome et solidaire pour le vivant, et j'explore beaucoup de voies pour faire du commun sans forcément passer par l'État et un État fort, qu'on peut faire autrement. Et justement, dans tous ces collectifs qui essayent de gagner en autonomie sur les territoires, c'est justement quand ils mettaient en place une véritable démocratie qu'ils arrivaient à vivre en harmonie avec le vivant et en respectant, parce qu'ils décidaient ensemble et que les moyens étaient aussi importants que la finalité. Et justement, moi, il me semble que c'est en allant dans cette voie, en essayant de gagner en autonomie au quotidien au niveau des territoires, ensemble, en décidant ensemble, en faisant vraiment démocratie, qu'on arrivera à prendre soin du vivant. Et qu'aujourd'hui, notre démocratie représentative, qui pour certains d'ailleurs n'est pas toujours une démocratie exemplaire, voire pour certains pas une démocratie du tout, voilà, en tout cas pas assez active, ce qui était très intéressant de voir que justement, à travers tous ces collectifs que j'ai rencontrés, que pour réussir à prendre soin du vivant et à prendre en compte les non-humains, il fallait justement vraiment faire démocratie et décider ensemble et inclure les personnes. Je pense aux communes, à plein d'endroits où je suis allée. Donc, je trouve c'est intéressant cette réflexion entre démocratie et vivant. Merci beaucoup. Merci. Il y a une dernière question. Je vais en profiter pour faire un tout petit rappel, entre guillemets, historique, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Mais à Strasbourg, il y a le siège de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Et ce qui est très important et très intéressant, c'est que c'est la première organisation internationale qui a été créée dans le monde, qui est encore en activité, et qui du coup montre que socialement et historiquement, on peut se mettre d'accord pour la gestion de l'eau. Alors d'accord, c'est de la navigation, mais quand même. On peut y arriver, non? C'est sûr qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. C'est une belle note de fin pour la conférence. Merci beaucoup, Juliette, encore une fois pour votre présentation. Merci à vous. On pourra de toute façon continuer à interagir puisqu'on vous attend ici pour la dernière partie de la conférence. Je vais appeler vers moi Guillaume Baudin et Mathias Vansen. Donc Guillaume qui est un ancien participant de la première édition de l'Aquaton en tant que porteur de projet, et Mathias qui participera à la nouvelle édition, donc en novembre, du 7 au 9 novembre prochain. Vous pouvez comme ça on vous voit bien à la caméra. Merci beaucoup à tous les deux d'être parmi nous ce soir. On va commencer par Guillaume, puisque l'idée c'est d'avoir un peu ton retour d'expérience par rapport à ta participation à la première édition. Donc tu avais participé en tant que porteur de projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet que tu avais déposé et en quoi il consistait? Les personnes à distance. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Baudin. J'ai participé à l'Aquaton l'année dernière. Alors, mon petit parcours, il était assez simple. J'avais une idée depuis une dizaine d'années sur un projet en rapport avec l'eau. Et j'étais au chômage à ce moment-là. J'ai rejoint la ruche à projet de l'EM Strasbourg et pour justement développer mon petit projet. Et en 3 semaines, l'EM m'a largement poussé à participer à l'Aquaton. Et en fait, je suis passé d'une simple idée il y a 10 ans en 3 semaines à une idée pas une idée, à un projet, à une maquette et presque à une entreprise. Je dis presque parce que il y a beaucoup d'obstacles encore à passer avant de se lancer réellement, mais globalement, c'est l'objectif et ça tourne toujours et dans ma tête et pas que dans ma tête. Donc, c'est ça le principal. Qu'est-ce que tu... Oui. Alors, l'expérience, donc du coup, même pas 3 semaines pour se préparer. Chose importante, je me suis vraiment lancé dans le grand bain, hein. Je suis parti de zéro, enfin juste de l'idée dans ma tête. Il a fallu déjà que je l'explique à moi-même et aux autres. Ça, c'était le plus compliqué.
Ensuite, il a fallu que je prépare un pitch. Et ça, c'est une deuxième étape assez compliquée pour l'aquathon, surtout quand on n'aime pas forcément parler en public, parler avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire il faut réussir, il faut vraiment se préparer. Quand vous y allez, quand vous devez parler pendant 1 minute et attirer du monde sur votre projet, il faut vraiment bien le préparer avant. Faut pas bugger, faut pas avoir peur. Pour ma petite expérience, j'étais presque tétanisé avant de passer. J'aime pas forcément parler en public, mais du coup, c'était une bonne expérience aussi personnelle. Ensuite, il faut aussi faire un peu le commercial parce que votre idée, elle peut être la meilleure du monde si vous la vendez pas, personne ne vient voter ou en tout cas accompagner votre projet. Donc ça, il faut être un peu commercial et il faut aussi récupérer les bonnes personnes pour votre projet. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir dire non à des gens qui peuvent être très bien, mais qui ont aucune plus-value à votre projet. Ensuite, après, une fois que vous avez votre équipe, il faut aussi la manager. Et là, c'est l'avantage et l'inconvénient de l'aquathon, c'est-à-dire que quand vous travaillez dessus, vous avez envie de tout faire sur votre projet, mais vous avez une équipe qui est là pour vous aider, donc vous ne pouvez pas tout faire. Donc, il faut faire confiance aux gens, faut manager son équipe et il faut comprendre toutes les personnes. Donc, c'est aussi bien, on travaille aussi bien dans notre tête et dans notre idée, mais aussi avec les idées des autres, des gens. Donc, il y a beaucoup de partage. C'est assez intéressant. Et donc, l'aquathon, c'est un week-end, donc c'est 48 heures, hein. Et pendant ces 48 heures, c'est assez intense. Moi, mon équipe a réussi à dormir quand même, hein. On va pas être, on n'est pas tyrannique. Mais globalement, on vit ensemble pendant 48 heures. Donc, il y a du challenge, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est une superbe expérience humaine. Et comme c'est tourné sur l'eau et que mon projet c'était sur l'eau, ça aussi a fait avancer euh, bien le projet. Donc en 2 mots, mon projet c'était je cherche à créer une microcentrale hydroélectrique flottante, donc en gros un moulin flottant qui produit de l'électricité sans passer sans toucher à l'environnement, c'est-à-dire sans faire un barrage, sans impact sur l'eau et les cours d'eau. Voilà, pour faire très très simple. Merci beaucoup. Et ce qui est intéressant aussi dans ton cas, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, mais tu partais juste d'une idée, tu n'avais pas forcément travaillé dessus. Et donc, tu as passé 48 heures avec des personnes que tu connaissais pas au départ sur ton projet. Et à la fin, tu as réussi à avoir à être lauréat de l'aquathon et C'est ça. obtenir les prix. C'est exactement ça. Du coup, merci aussi à tout le jury et à l'aquathon globalement. Mais merci à toi. Bah, merci à vous. Oui, donc tu peux passer le micro à Mathias, qui pour le coup a déposé 3 projets cette année pour l'Aquathon et qui va nous les présenter ce soir. Je voulais juste faire une petite repartager mon écran vers le tableau des projets, puisque donc le tableau des projets, c'est la plateforme en ligne qui permet de déposer votre idée. Je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez trouver le QR code. Je vous invite à scanner directement le QR code, à vous rendre sur la plateforme et pouvoir vous inscrire pour que vous puissiez prendre connaissance des projets qui sont déjà déposés, les découvrir et vous inscrire à votre tour. Et je laisse la parole à Mathias pour ces projets. Tu ne montres pas. Ah, ok. Donc, oui, mais après la première discussion, j'ai vu que je ne peux piloter qu'un seul projet. Donc, je vais éventuellement réduire un peu la voilure et seulement proposer 2 projets avec un partenaire qui va piloter l'autre, en cas où ça serait accepté. Donc, je m'appelle Karl Matthias Swanson. Je suis un porteur de plusieurs casquettes en tant que chaire ECOR. Je travaille sur la collaboration transfrontalière pour la recherche et enseignement en eau, mais aussi pour la collaboration avec des partenaires publics et privés. En termes de chaire UNESCO, je travaille sur la collaboration Nord-Sud, surtout pour l'enseignement. Et très récemment, comme chaire industrielle de la région Grand Est, c'est pour intensifier la collaboration avec les collectivités et le monde privé. Donc, le premier projet que je voudrais présenter,
C'est une idée qui s'est développée autour d'une tasse de café avec un collègue dans une conférence il y a 2 semaines. Et si on utilisait des pompes à chaleur pour rafraîchir l'eau. Nous avons un grand problème avec le surchauffage des eaux qui pose des grands problèmes écologiques, mais aussi des problèmes de santé à partir des bactériens et des maladies qui peuvent se développer. Je ne suis pas un grand fan de cette géo-ingénierie à grande échelle, mais il y a probablement en ville des possibilités d'utiliser cela pour gagner de l'énergie à partir de la chaleur de l'eau. Et comme effet collatéral, on va rafraîchir cette masse d'eau et ainsi réduire le stress écologique. Parce que plus chaud l'eau, moins oxygène est soluble. C'est-à-dire, et en même temps, les organismes, surtout les poissons, souffrent parce qu'ils ont besoin plus d'oxygène. Donc ça fait, c'est-à-dire un cercle vicieux. Et la ville de Freiburg, par exemple, ils ont déjà produit un hôtel pour les poissons où ils font remonter l'eau souterraine pour rafraîchir la Dreisam en centre-ville. Le deuxième projet, ça tombe directement en continuité de ce que Juliette nous a présenté, c'est on ne peut pas stocker l'eau dans les barrages, dans les méga-bassines, parce que ça va couper l'eau pour toutes les parties en aval. Et les poissons vont justement mourir, mais aussi le grand problème, c'est beaucoup des rivières aujourd'hui ont un débit dans la partie aval qui est dans le cas de la Souffle ici, 100% des rejets des stations d'épuration de l'eau. C'est-à-dire, cette eau, et ça, dans le cas de Souffle, c'est même une grande amélioration parce que les stations d'épuration marchent bien, mais quand même, on injecte l'eau qui sort d'une station d'épuration directement dans les eaux souterraines et plus profond que cette eau percole, moins qu'on a la chance de purifier encore cette eau. Donc, on détruit la qualité de l'eau l'eau souterraine avec cela. Donc, il faut vraiment travailler sur le cycle hydrologique, c'est-à-dire le fonctionnement tampon du paysage. On parle de la ville éponge, mais on doit considérer le paysage, le bassin versant tout entier comme un tampon. Partiellement, on peut freiner le drainage, mais il faut aussi changer les techniques de l'agriculture, tu en avais parlé. Mais surtout, il faut faciliter la recharge des aquifères là où l'eau n'est pas encore polluée, c'est-à-dire dans les têtes de bassin. Et en tant que cher UNESCO, on a fait avec le cercle des musées inférieurs à l'eau autour du monde, on a fait une recherche sur les techniques, des anciennes techniques pour faciliter cette percolation des eaux. Ça c'est connu aujourd'hui comme l'hydrologie régénérative. Et il y a l'INRAE qui a déjà fait une liste de toutes ces technologies qui existent. Ça, c'est la base. Mais il faut aussi faire une décision. Quelle de ces technologies existe déjà à quel niveau technologique? C'est Technology Readiness Level. De 1 à 9. De 1, c'est une bonne idée. Et 9, c'est prêt à porter. Et 2, il faut faciliter la décision pour quel système. Si j'ai une petite tête de bassin ou si j'ai une zone d'agriculture intense, quelle de ces techniques disponibles comme les haies, comme les zones humides, restauration des zones humides, enlever les drainages ou faire des autres techniques pour faire déborder un peu la rivière en cas d'une petite crue pour faciliter ce effet d'éponge. Et ça serait la deuxième technique sur laquelle je voudrais parler aujourd'hui. La troisième chose, ça ferait trop. Et quel profil tu cherches dans ces 2 équipes en priorité? Pour la première, ça pourrait vraiment être un game changer. Ça pourrait vraiment faire gagner de l'énergie en ville et en même temps avoir un effet collatéral positif de rafraîchir ces eaux.
et ne pas utiliser l'eau des rivières pour refroidir les maisons, comme ça se fait à Paris ou à Chongqing, en Chine. Le deuxième, ça c'est vraiment, sur ce troisième projet dont je parle, le Cher industriel, c'est surtout autour de cette thématique de hydrologie régénérative. La région Grand Est vient d'avoir le feu vert pour un grand projet où Aquanova est aussi, est aussi impliqué, Adaptest. C'est-à-dire, ils vont faire des enquêtes autour, dans toute la région, avec les producteurs, avec tous les aménageurs, avec tous les stakeholders et acteurs, pour savoir quelles de ces techniques vous connaissez déjà, vous seriez dispo à utiliser, etc. Donc, si on arrive dans ces 48 heures d'avancer sur un système de décision et attribuer les techniques pour les différentes situations, ce projet qui est en train de démarrer pourrait démarrer avec une plus haute vélocité. Mais quelles compétences tu cherches dans l'équipe? Si tu devais recruter maintenant des étudiants, des ingénieurs, des entrepreneurs sur le sujet, de quelles compétences tu aurais besoin dans l'équipe pour avancer pendant les 48 heures? Le type de personnes, oui. Bon, d'abord, on doit avoir des bons data miners, hein, des gens qui savent profiter des différents outils pour vraiment trouver s'il y a déjà des cas similaires autour du monde. Et ça, c'est le générique pour les deux thèmes. Pour la thématique A, bien sûr, j'aurais besoin des gens qui connaissent bien le cycle de Carnot, tout le savoir-faire autour des pompes à chaleur. Et avec Léost, par exemple, nous avons une grande école, et ici, iCube, etc., à l'NGS, on a déjà pas mal de gens. Il y a des entreprises, ça pourrait faire part aussi d'intérêt d'une petite entreprise qui voudrait se spécialiser là-dessus, qui harmonise ça, bien sûr, aussi avec les intérêts de la nature. Donc, moi, je vais apporter mon connaissance en tant qu'écologue. Pour la deuxième thématique, là, c'est plutôt multicultural decision analysis. Donc, il faut voir comment je peux combiner les différents paramètres dans un système de décision, et ce sont des paramètres qui ne sont pas facilement à comparer. Donc, il faut voir comment pouvons-nous jouer avec ces paramètres pour que ce soit un peu plus adapté à la réalité. Merci beaucoup, moi, le message est passé. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le tableau des projets pour rejoindre les projets de Mathias. Il y en a 8 autres à découvrir et il y en a encore d'autres qui sont en train de s'inscrire, et ça jusqu'à la semaine avant l'Aquathon ou même les jours avant l'Aquathon. Donc n'hésitez pas à vérifier régulièrement. Donc merci beaucoup Mathias, merci Guillaume. Et on va conclure cette conférence, cette soirée, avec les prochains rendez-vous. Donc, on en parlait juste avant, il y a une série de conférences qui est mise en place. Les ateliers de cadrage, les formations au pitch. Guillaume a souligné l'importance de se préparer à l'Aquathon. Donc, en vous rendant sur le site de l'Aquathon, donc aquathon.fr, vous pouvez vous inscrire à ces différentes actions. Et on espère vous retrouver nombreux aux conférences et aussi à l'Aquathon. Donc nous, on reste ici à votre disposition pour échanger avec vous si vous avez des idées de projets, si vous voulez échanger sur la conférence, sur les projets qui viennent d'être présentés. Ben, on reste là. Et puis Juliette Duquesne sera aussi disponible pour une séance de dédicace. Merci beaucoup à tous, aux personnes qui étaient sur place. Merci aux personnes qui nous ont suivis à distance aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, on reste à votre écoute pour la suite des aventures. Merci beaucoup.